Le 22 février 2006, à Samarra en Irak, un attentat à la bombe ravage le sanctuaire Al-Askari. Pour les chiites, c'est un choc, puisque ce lieu abrite les tombes de 2 de leurs imams. Revendiquée par Al-Qaïda, cette attaque a intensifié de manière dramatique les tensions entre chiites et sunnites, déjà attisées par l'invasion américaine de 2003. Une vague de violence intercommunautaire embrase alors tout le pays, menant à une guerre civile qui durera pendant 2 ans, causant la mort de plus de 200 000 personnes et la fuite de plus de 2 millions de réfugiés. Alors, comment expliquer de tels affrontements ? Pour beaucoup, c'est surtout la conséquence d'un conflit qui dure depuis 1400 ans, à la suite des divisions après la mort du prophète Muhammad en 632. C'est ce qu'explique un article du Time en mars 2007 intitulé « Sunnites contre chiites, pourquoi ils se détestent ?» ou encore de The Independent en 2016, titrant « Sunnites et chiites, 1400 ans de division de l'islam expliqué ». Et même un de Barack Obama expliquant en 2013 que les problèmes en Syrie étaient liés, je cite, à d'anciennes différences sectaires. Mais est-ce vraiment aussi simple ? J'ai donc travaillé sur le sujet pendant plus d'1 mois, enchaîné les lectures non-stop et en plus, autant vous dire qu'elles étaient assez compliquées. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette vision, eh bien, elle est fausse. En réalité, les conflits entre sunnites et chiites s'expliquent rarement par la seule religion ou par un conflit soi-disant ancestral. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner des clés de réflexion pour que vous puissiez mieux comprendre ce sujet et les problématiques actuelles. Alors bien sûr, je ne pourrai pas rentrer dans les détails et c'est pour ça que j'ai créé un programme dédié à cette question qui est sorti le mois dernier. Alors si ça vous intéresse, ça se passe sur le lien en description. Sur ce, c'est parti. La doctrine des chiites est pire que celle des kharijites renégats. Ils traitent de mécréants Abu Bakr, Omar et Othman et les premiers musulmans. Ils renient la tradition du prophète, plus gravement encore que ne le font les kharijites. Ils sont coupables de mensonges, de forgeries et d'outrance. Ces propos, ce sont ceux d'Ibn Taymiyyah, un célèbre théologien sunnite. Alors, comment expliquer un tel discours ? Pour le comprendre, il faut revenir au tout premier siècle de l'islam. La première divergence apparaît à la mort du prophète Muhammad. Selon la vision traditionnelle sunnite, il n'aurait pas nommé son successeur. Une partie des musulmans se serait réunis, il y aurait eu d'âpres discussions et finalement Abu Bakr aurait été choisi. Pour les chiites, par contre, le prophète aurait désigné Ali comme successeur. Car en plus de grandes qualités religieuses et militaires, Ali est aussi le cousin et le gendre de Muhammad, ayant épousé sa fille Fatima. Il y aurait donc eu trahison d'une partie des musulmans, à commencer par les plus illustres. La deuxième division a lieu en 656. C'est la première fitna, qu'on peut traduire par discorde ou guerre civile, lorsque certains compagnons du prophète et une de ses épouses, Aïcha, prennent les armes contre le nouveau calife, en l'occurrence justement Ali, qui avait enfin pris la tête de la communauté, après Abu Bakr, Omar et Othman. Ali a remporté ce premier affrontement, mais il a dû combattre un nouvel adversaire, Muawiyah. Là, le conflit se solde par un statu quo, mais Ali finit par être assassiné en 661. C'est donc Muawiyah qui devient le dirigeant. Il est à l'origine des Omeyyades, la première dynastie musulmane héréditaire qui règne de 661 à 750. Mais beaucoup de musulmans contestent leur légitimité. D'où la troisième division, la révolte du propre fils de Ali, Hussein, contre Yazid, le successeur de Muawiyah, laquelle se solde par la bataille de Karbala en 680, sans doute très déséquilibrée, où Hussein et ses compagnons sont massacrés. Par la suite, d'autres révoltes éclatent contre les Omeyyades, comme celle des Kaysanites entre 685 et 687, et surtout de Zayd ibn Ali en 740. Et puis, ce qui a exacerbé les tensions entre chiites et sunnites, c'est l'émergence de pouvoirs politiques se définissant comme sunnites ou chiites, lesquels s'affrontent à la fois sur le plan politique, militaire et religieux. Mais ça ne se produit qu'à partir des 10e, 11e siècles, avec les Karmates, les Fatimides, puis les Nizarites, s'opposant aux Abbassides, puis aux Seldjoukides. Alors, ne retenez pas forcément ces noms, parce que ce n'est pas le plus important. Surtout qu'on va voir ensemble que, dans les faits, c'est plus complexe. Par contre, comment expliquer une telle concurrence politico-religieuse ? On l'a déjà vu, il y a une différence d'interprétation concernant la succession du prophète.
Mais il y a aussi un désaccord sur ce qui constitue la légitimité d'un dirigeant. Pour la plupart des musulmans, il doit appartenir à la tribu du prophète, les Quraysh, tout en ayant la moralité et les compétences nécessaires. Là où pour la majorité des chiites, le dirigeant doit obligatoirement descendre de la famille du prophète, donc de l'union entre Ali et Fatima. À ça s'ajoute une perception religieuse différente. Là où pour les sunnites, le souverain ne possède pas de fonction religieuse particulière, à part veiller à l'application de la loi et à la protection des musulmans, pour la plupart des chiites, les deux autorités politiques et religieuses se confondent, incarnées dans la figure de l'imam, dont le premier n'est autre que Ali, qui a ensuite transmis cette fonction à ses descendants. Car pour les chiites, sa désignation en tant que successeur par le prophète n'est pas juste politique, c'est aussi une passation religieuse. Ali posséderait des connaissances uniques héritées du prophète. Il détiendrait le sens réel du Coran et donc de la révélation divine. Ces deux points, l'importance héréditaire et la double nature religieuse et politique du dirigeant, empêchent les chiites de reconnaître la légitimité du califat tel que défini par les sunnites. Cette vision du passé et toutes ces conceptions influencent aussi les pratiques chiites, dont certaines scandalisent les sunnites. C'est le cas notamment des malédictions publiques prononcées par les chiites à l'encontre des trois premiers califes, de certains compagnons et de Aïcha par rapport à leur opposition à Ali. Attention, hein, ce type d'action concerne surtout les siècles passés. C'est beaucoup moins répandu aujourd'hui et pas tous les chiites, puisque les zaydites s'y opposaient. Encore une fois, je vous dresse un tableau général et vous verrez pourquoi c'est bien plus complexe. Autre pratique, celle de la commémoration de Ghadir Khoum, puisque selon les chiites, ce serait lors du sermon de Ghadir Khoum que le prophète, à la toute fin de sa vie, aurait reconnu Ali comme son successeur, ce qui est contesté par les sunnites. Il y a aussi le fait d'ajouter des louanges à Ali dans l'appel à la prière, ou encore de commémorer le martyre de Hussein lors de Ashura au sein de cérémonies jugées excessives et semant la discorde parmi la communauté musulmane. Même si, attention, une partie de ces excès, notamment la flagellation, ne sont le fait que d'une minorité de chiites. Donc vous voyez qu'il existe des différences majeures entre sunnites et chiites. D'ailleurs, les commémorations d'Ashura et de Ghadir Khoum auraient provoqué de terribles émeutes à Bagdad en 1031. De nombreux habitants auraient été tués, plusieurs quartiers incendiés, des maisons et des boutiques pillées. À partir de là, comment ne pas penser que les conflits actuels entre sunnites et chiites s'enracinent dans cette très longue histoire? On pourrait même mettre en miroir les affrontements de Bagdad en 1031 et ceux ayant eu lieu dans la même région un millénaire plus tard. Mais dans ce cas-là, comment expliqueriez-vous l'événement suivant? Entre 739 et 740, Zayd ibn Ali, le petit-fils de Hussein, se révolte contre les Omeyyades, une insurrection qu'on considère aujourd'hui comme chiite. Pourtant, parmi ses soutiens, on trouve un certain Abu Hanifa, le fondateur du hanafisme, une des 4 écoles juridiques sunnites actuelles. Donc, comment expliquer qu'un sunnite ait pu soutenir un chiite? Et oui, cette vision de relations naturellement conflictuelles et millénaires en prend déjà un coup. Vous allez le voir, la réalité est bien plus complexe et passionnante. En 750, la nouvelle dynastie des Abbassides renverse celle des Omeyyades. Aujourd'hui, les Abbassides sont perçus comme les champions du sunnisme. Et pourtant, leurs principaux soutiens en 750, ce sont les Alides, c'est-à-dire ceux qui militent pour que les descendants de Ali, surtout via Fatima, accèdent au pouvoir. Même si les Abbassides finissent par leur tourner le dos, ils revendiquent eux-mêmes une filiation indirecte avec un fils de Ali, mais issu d'une autre femme que Fatima. Avec cet exemple, vous voyez que 120 ans après la mort du prophète Mohammed, les identités restent floues. On peut très bien valoriser la famille de Ali sans pour autant être chiite, tout simplement parce que, à cette époque, les identités sunnites et chiites sont encore embryonnaires. Pour être encore plus précis, au cours des 2 premiers siècles de l'islam, les conflits opposent plutôt anciens musulmans, nouveaux musulmans et élites tribales au service du calife omeyyade. Les identités chiites et sunnites restent donc floues, et cette ambiguïté a sans doute persisté pendant des siècles. Par exemple, on a vu dans la vidéo sur l'Anatolie qu'au XIIIe, XIVe siècle, on pouvait très bien valoriser spécifiquement Ali et sa famille, tout en se définissant soi-même comme pleinement sunnite. Maintenant, allons encore plus loin.
Je vous ai dit qu'à Bagdad, il y avait eu de violents conflits entre sunnites et chiites. Le problème, c'est que les sources qui nous en parlent datent des 13e, 14e siècles, donc 200 à 300 ans après les faits. Ce qui fait dire à Christine Baker que cette vision d'affrontement religieux a été exagérée, voire créée de toutes pièces par ces auteurs tardifs, alors que les sources contemporaines des événements n'expliqueraient pas ces émeutes par le facteur religieux. Dans ce cas-là, vous me direz, mais pourquoi déformer les faits? Eh bien, parce que les auteurs médiévaux écrivent à l'aune de leur propre contexte, pour donner sens à leur présent et pas pour s'approcher le plus possible de la réalité comme les historiens actuels. Alors, que s'est-il passé au XIIIe, XIVe siècle? En l'occurrence, ce serait à cette période que les identités religieuses se consolideraient, notamment grâce à la multiplication des madrasas, des institutions d'enseignement fondées et diffusées à la fin du XIe siècle par les Turcs seldjoukides et qui, en 1 ou 2 siècles, se répandent dans le monde musulman. Donc les identités religieuses seraient encore embryonnaires au 8e, 9e siècle, et c'est seulement par la suite qu'elles se renforceraient. Ce point nous amène à une autre réflexion essentielle. Les identités évoluent. Toutes ces conceptions religieuses dont je vous ai parlé, cette perception du passé et toutes les pratiques qui en découlent résultent de plusieurs siècles de développement, ce qui invalide la thèse de conflit sunnite-chiite qui aurait commencé dès le 7e siècle, puisqu'à cette époque, ces groupes n'existent pas ou sont à peine naissants. Cette logique se vérifie dans l'histoire du chiisme, avec de multiples divisions internes liées à des conceptions politico-religieuses divergentes, la question de l'imama, des relations avec les pouvoirs sunnites, de la désignation explicite au nom de Ali par Muhammad, et donc de la condamnation ou non des 3 premiers califes de l'islam et de certains compagnons du prophète, ce qui a donné les chiites zaïdites, ismaéliens et duodécimains, qui eux-mêmes se sont subdivisés. Autant de sujets étudiés en profondeur dans le programme. Autrement dit, les réalités sont complexes, avec des identités religieuses multiples et évoluant sur plusieurs siècles. Mais imaginons un instant qu'on mette de côté ces questions d'identité. Eh bien, d'autres faits sont révélateurs. À l'image du calife abbasside Al-Ma'moun, qui en 817 a désigné comme héritier Ali Rida, le 8e imam duodécimain. Là où 30 ans plus tard, le calife Al-Mutawakkil a au contraire sévèrement réprimé les chiites, allant jusqu'à détruire le mausolée de Hussein à Karbala. D'un autre côté, les auteurs tardifs mentionnent l'existence de moments de réconciliation à Bagdad, comme entre 1049 et 1050, où l'appel à la prière chiite a résonné dans les quartiers sunnites, et vice-versa. Donc partir du présupposé que les relations chiites-sunnites sont logiquement conflictuelles serait une erreur. Il y a un autre élément bien plus crucial qui influence ces relations. Et cet élément, c'est le contexte. Vers 923, des guerriers chiites attaquent une caravane de pèlerins, faisant plusieurs prisonniers, y compris des proches du calife abbasside. Pire encore, en 930, ils pillent la Mecque, volent la pierre noire de la Kaaba et massacrent des pèlerins. Ces personnes, ce sont les Karmats, appartenant à la branche ismaélienne du chiisme. À Bagdad, ces 2 événements ont alimenté les tensions entre la majorité de la population et les chiites, avec des suspicions planant même sur le vizir Ibn al-Furat, accusé d'être un agent à la solde des Karmats. Bref, les rumeurs se répandent et une paranoïa s'installe. Alors même si la comparaison a ses limites, on pourrait mettre en miroir ces tensions à Bagdad en 930 avec celles consécutives à la révolution iranienne de 1979, un millénaire plus tard, avec un événement externe ayant des répercussions internes, la peur de l'existence de traîtres et de la contagion d'un mouvement adverse. Un des principaux facteurs de tension, c'est donc lorsque religion et politique fusionnent. On peut commencer à le percevoir dans le conflit opposant le califat fatimide chiite au califat abbasside sunnite, mais plutôt de manière tardive, vers la fin du XIe, XIIe siècle, puisque c'est seulement à cette période que l'identité sunnite se consolide. Et si ça arrive à ce moment-là, c'est pour une raison précise. Car si les Seldjoukides prennent Bagdad en 1055 et s'associent au califat abbasside, il manque de légitimité. Alors le meilleur moyen de l'obtenir, c'est certes de combattre les ennemis du calife, mais aussi de promouvoir l'islam sunnite. Autrement dit, religion et politique s'auto-alimentent. Les dirigeants s'appuient sur la religion pour légitimer leur pouvoir, tandis que les savants musulmans profitent du soutien étatique pour
asseoir leur autorité. Cette dynamique, on l'aperçoit surtout à travers le conflit ottoman-safavide entre le XVIe et le XVIIIe siècle. D'un côté, les Ottomans sont déjà très bien implantés et en passe de devenir un empire. De l'autre, les Safavides sont tout jeunes puisqu'ils fondent leur État en Perse en 1501. Plus important encore, leur dirigeant Ismaïl se convertit au chiisme duodécimain. Un choix sans doute stratégique puisqu'il permet aux Safavides de se distinguer clairement des Ottomans sunnites et donc d'élaborer leur propre légitimité. On a donc deux États qui se définissent clairement comme sunnites et chiites, ce qui a alimenté les tensions religieuses envers leurs minorités respectives, chiites chez les Ottomans, sunnites chez les Safavides. Pour autant, les Ottomans ne s'en prennent pas à tous les chiites. Comme l'explique le grand moufti Mehmed Effendi en 1548, les Safavides n'appartiennent pas aux chiites. Ils répriment donc uniquement les chiites qui se révoltent contre leur autorité et entrent nécessairement en conflit contre les Safavides puisque leur adhésion au schisme duodécimain revient à contester la légitimité du sultan ottoman. Les Ottomans agissent donc de manière pragmatique. En déclarant les Safavides hérétiques et en menant le djihad contre eux, ils réaffirment non seulement leur autorité, mais aussi leur légitimité en tant que souverains musulmans sunnites, tandis qu'ils ignorent ou même valorisent officiellement leur minorité chiite en reconnaissant leur identité musulmane, ce qui leur permet d'éviter des révoltes inutiles. Là encore, c'est donc le contexte politique qui amplifie les tensions religieuses, là où les identités religieuses seules déclenchent très rarement des violences. Même le discours des Ottomans sur les Safavides a évolué en fonction des circonstances. Après la paix d'Amasya en 1555, les lettres ottomanes envoyées aux Safavides les désignent, je cite, comme des frères musulmans. Tandis que Soliman le Magnifique félicite Shah Tahmasp pour ses décisions religieuses, ce dernier louant à son tour Soliman pour la construction de la grande mosquée Souleymaniye à Istanbul. Un changement de contexte peut donc conduire à une détente et même à un rapprochement. C'est ce qui se passe en 971 quand nos fameux Karmates combattent désormais au nom des califes abbassides, ce qui paraissait tout bonnement inconcevable quelques décennies plus tôt. Le fait est qu'ils ont tous les deux le même ennemi, les califes fatimides. Les relations sunnites-chiites évoluent donc selon le contexte et selon différents facteurs en constante évolution. Finalement, ce n'est qu'au cours des 20e et 21e siècles qu'une nouvelle cause de tension apparaît avec l'intervention occidentale. À ce moment-là, une pluralité de facteurs impacte les relations sunnites-chiites, et le cas irakien l'illustre parfaitement. Le 20 mars 2003, les États-Unis attaquent l'Irak sur fond de fausses accusations nucléaires contre Saddam Hussein. En quelques jours, le régime tombe. À la fin de l'année, l'ex-président est capturé. Cette opération, les Américains l'ont intitulée « Liberté irakienne ». Car officiellement, une de leurs ambitions est de libérer le pays d'un dictateur sunnite écrasant les populations chiites et kurdes du territoire. Dès leur arrivée, les États-Unis ont donc tenté d'établir un gouvernement plus représentatif de la population. Les chiites représentant environ 60% des Irakiens, ils sont donc passés du statut de minorité persécutée et quasiment exclus du pouvoir à celui de leader politique du pays. Autre changement radical, les chiites peuvent désormais revendiquer ouvertement leur identité à travers des cérémonies religieuses ou des manifestations massives. Donc non seulement les sunnites sont dépossédés du pouvoir, devenant même marginalisés politiquement, mais en plus ils éprouvent un choc face à cette éruption du militantisme chiite. Et surtout, une crainte, celle de voir leur propre situation se dégrader, leur pays devenir chiite et s'allier avec l'ennemi iranien. D'où la montée progressive des tensions, aboutissant à la guerre civile dramatique de 2006-2008. Alors bien sûr, on pourrait suivre la majorité des opinions et mettre tous ces événements sur le dos d'un conflit sectaire de plus de 1400 ans, ou bien essayer d'identifier tous les facteurs ayant déclenché ces violences. Bon, évidemment, on va choisir la seconde option. D'abord, le problème socio-économique. Car depuis quasiment un siècle et la création de l'Irak en 1921, les chiites sont marginalisés. Quasiment aucun accède aux hautes fonctions publiques, beaucoup subissent la répression, tandis que les régions du sud à forte majorité chiite ne reçoivent que très peu d'aide économique de l'État, notamment pour construire des infrastructures. Cette politique a consolidé la solidarité et l'identité chiite, tout en attisant une colère qui s'est justement libérée après 2003.
colère qui s'enracine aussi dans un profond sentiment de manque de représentativité politique, alors même que les chiites sont encore une fois majoritaires dans le pays. Car le XXe siècle a aussi créé de nouvelles exigences politiques au sein des populations. Là auparavant, le principe d'un État administrant une pluralité d'ethnies et de religions dominées, à l'image de l'Empire ottoman, désormais c'est celui de l'État-nation de type européen, où le gouvernement doit représenter ses citoyens et répondre à ses intérêts. Autre cause des tensions, l'emballement géopolitique. Avec la révolution iranienne de 1979, les pouvoirs sunnites du Moyen-Orient redoutaient l'exportation du militantisme chiite dans les autres pays, à commencer par l'Irak. S'ensuivit alors la guerre Irak-Iran entre 1980 et 1988, puis une sorte de guerre froide entre bloc sunnite, représenté par l'Arabie Saoudite, et bloc chiite avec à sa tête l'Iran, où désormais les sunnites redoutent la création d'un croissant chiite, passant par l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban. Une situation géopolitique complexifiée par la diplomatie et les interventions occidentales. Un contexte qui nourrit également l'angoisse des sunnites irakiens. Enfin, il y a aussi l'impact du boom Internet. L'essor des réseaux sociaux facilite la diffusion des nouvelles, des rumeurs, des fausses informations, mais aussi des messages haineux. Et pourtant, malgré 2 guerres civiles et des centaines de milliers de morts, ces tensions entre sunnites et chiites ont largement diminué. Parce qu'il a fallu faire front commun contre l'État islamique entre 2014 et 2017. Parce que la population s'est habituée à la domination politique chiite, là où elle apparaissait comme inédite et inenvisageable 20 ans plus tôt. Parce que, désormais, ce sont avant tout les clivages internes qui dominent, avec une compétition politique au sein des partis sunnites et chiites. Quant aux populations, elles dénoncent la corruption des élites plutôt que leur identité religieuse. Alors j'aurais aussi pu prendre comme exemple l'instrumentalisation de l'identité religieuse par certains États destinés à museler les protestations du printemps arabe de 2011, comme en Arabie Saoudite, au Bahreïn ou encore en Syrie. Mais là, c'est un immense sujet que j'ai justement traité dans le nouveau programme. Bref, vous le voyez, les relations entre sunnites et chiites ne sont pas juste influencées par la religion ou un passé lointain, mais plutôt par le contexte contemporain et par une diversité de facteurs à la fois socio-économiques, politiques, géopolitiques et religieux. Le tout se jouant aussi sur différentes échelles, locales, nationales et internationales, avec le plus souvent une interaction entre tous ces facteurs et toutes ces dimensions géographiques. Morale de l'histoire, rien n'est déterminé à l'avance. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, vous défaire des visions caricaturales et combattre ces discours politiques divisant les musulmans pour mieux régner, eh bien le programme Sunnite vs Chiite vous y aidera. Il est disponible en description et avec une réduction. Grâce à ce programme, vous profiterez d'une synthèse des meilleurs ouvrages scientifiques et surtout vous gagnerez un temps précieux. Puisqu'au lieu de passer des dizaines d'heures à lire des pavés universitaires, en plus l'écrasante majorité en anglais, il vous suffira de seulement 4 heures, l'équivalent de 2 ou 3 soirées maximum. Encore une fois, tout est disponible en description. Voilà, la vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, vous connaissez le refrain, partagez-la à au moins une personne autour de vous que vous connaissez et dont vous pensez que le sujet lui plairait. N'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Et quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et jusque-là, portez-vous bien.